parlant des lézards, si vous leur mettez un phasme vivant à côté de lui, le phasme, il va faire le mouvement de, un peu comme les caméléons, de bouger comme ça. Le lézard ne le voit pas, il ne le voit pas, il ne le voit pas. D'accord. Vous prenez le phasme, vous le tuez, vous le posez là, oh oui, il va tout de suite le manger. Comment ça se fait qu'il ne voit pas l'animal qui imite une feuille? Ouais. Et alors, on voit qu'il a mordu un peu mon téléphone et qu'il y a un peu de venin sur le téléphone. Mais c'est pas grave, c'est bon pour ce qu'on a. Voilà, et on voit bien la fossette thermique. Et ça, il vous voit 1/1000 de degré. Ça veut dire que la nuit, même si vous mettez des scotch sur son nez, voilà, sur ses yeux, il peut chasser. On voit bien la petite fossette, le petit trou qui est là, fossette thermique et la narine. Au niveau de la vue ensuite, on a une vue, alors chez les serpents c'est très variable. C'est très variable. En fonction évidemment de si votre serpent est diurne, nocturne, etc. Il y a même physiquement parlant, il y a aussi au niveau de l'œil, ça peut être très très différent. Au niveau notamment de tout ce qui va être la pupille, etc. On sait qu'on différencie pas mal de venimeux par rapport à des non-venimeux avec la pupille ronde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vue globalement chez les serpents? Alors la vue, il y a des serpents qui voient très très bien. D'ici à 4 mètres devant eux, ils voient le petit lézard, ils vont aller derrière. L'Aetula par exemple, hein, c'est la famille des Aetula qui ont un œil un peu qui ressemble à celui d'une seiche ou d'un poulpe. Une très bonne vue. Et des couleurs. Et certains animaux voient 70 couleurs alors que nous on n'en voit que 12 par exemple. Attention, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas ce qu'on fait là parce que la moitié des choses qu'on ne connaît pas. Voilà un petit peu. Maintenant, au point de vue des mouvements, les serpents en général voient le mouvement. D'accord. Ça veut dire qu'un animal qui avise lentement, ça va, il ne dérange pas. Un animal qui est à l'arrêt total, certains, les couleuvres, vont passer à côté sans le voir. Mais dès qu'il bouge, mouvement. Et là, il lâche plus. Et là, il voit. Et mais il voit pas bien. Ça dans la prédation aussi. Quand vous donnez un animal vivant comme ça, un serpent, c'est vrai que, notamment chez les juvéniles, des fois pour les démarrer, moi je sais que sur les tamnos, on fait pas mal ça avec des petits poissons, notamment vivants, ça les stimule beaucoup. Et c'est plus le mouvement au final que c'est l'instinct qui est dicté de venir prédater parce qu'il y a du mouvement que parce qu'ils ont reconnu spécialement que c'était une proie. Mais ils utilisent même, beaucoup de serpents, utilisent leur queue comme leurre souvent. On oublie un petit peu ce genre de choses. On le voit bien chez les achistrodons ou chez les crotales ou bien d'autres, enfin encore autre chose. Le leurring, comme on appelle ça. Ils montent, la queue est verte au bout et quand ils ont faim, la queue se lève et le vert qui bouge. Ça attire le lézard qui va venir et évidemment, là il le voit très bien arriver parce qu'il voit la masse qui arrive parce que le lézard il se met en position de chasse, il est rapide donc là il voit le mouvement et paf il va attraper. Donc du coup on a les serpents qui voient très bien. Globalement dedans on va retrouver pas mal de colibridés je pense. Oui, ils ne voient pas très très bien. Ils voient des mouvements. Si tu devais les classer un petit peu, je te pose c'était compliqué là, de te demander comme ça. Là j'ai pas beaucoup d'observations personnelles. Après il faut regarder dans les bouquins, il y a des scientifiques qui se basent là-dessus, qui font des essais là-dessus. Mais on en est encore aux prémices, on ne connaît rien de ces animaux-là. Non, regardez, elle recule doucement et hop, voilà. Et vous faites ça avec un cobra en Thaïlande, sinon vous ne travaillez pas à la ferme de Bangkok. À la Snake Farm de Bangkok, si vous n'êtes pas capable de faire ça avec un cobra, le faire reculer dans vos mains, c'est pas la peine. Ils ne vous embaucheront pas. Alors vous voyez que c'est. Voilà. Mais voilà, il n'est pas en position, il s'est calmé. Il s'est calmé. Alors est-ce que moi je calme l'animal? J'espère que non, parce que. Maintenant, les vibrations, ils les entendent, le voix, ils les entendent, les odeurs, ils les entendent. Finalement, l'ensemble de ce que nous avons, nous, mais nous, on n'entend pas bien par rapport à eux. On ne sent pas bien par rapport à eux. Encore par rapport à un chien, il n'y a qu'à voir. On ne voit pas bien par rapport à eux. Quand vous pensez qu'un aigle est capable de faire un zoom, il est à 100 mètres là-haut, il fait un zoom sur une petite souris qui grimpe dans un trou et il va enfoncer dessus. Il fait un zoom. Alors, on est des aveugles à côté. Alors évidemment, comme on est en plus pas très adroit avec nos mains, quand on voit une araignée qui est capable de manipuler toutes ses pattes, c'est énorme. 8 pattes plus 2 pédipalpes et elle est capable de se déplacer. Alors que nous, avec nos mains, on est maladroits. C'est pour ça qu'on vit les uns sur les autres, parce qu'on s'autoprotège indirectement par la masse. C'est un petit peu ça. Mais on est beaucoup moins efficace. Et alors, ça se voit pas trop sur un colibridé comme ça, mais du coup, il y a aussi des serpents qui vont développer tout ce qui est fossette thermosensible. Oui. À quoi ça sert, ça fait-il? Alors, les thermosensibles, c'est carrément très précis. Il y en a certaines, comme chez les pitons, on va les voir. On va regarder ça chez les pitons. Et la bête est là-bas dans son trou. Voilà. Voilà. Alors ce que l'on voit, les fossettes là, c'est, voilà, vous voyez ces petits trous là. Tous ces petits trous qui sont là. Ça c'est les narines ici. Et là, c'est les petits trous. C'est ça les fossettes. Voilà, calme-toi, on t'embête plus. Va jouer.
c'est des petites fossettes qui vont détecter la nuit la chaleur. Mais il faut savoir que la nuit, nous ne voyons pas la nuit, à part les gens qui sont ce qu'on appelle nyctalopes, qui voient la nuit. Mais en général, les chats voient, tout le monde voit. Un peu de lune et la révélations se fait, on voit très bien. Et beaucoup d'animaux voient très bien la nuit. Et ils ne sont pas trop éblouis de la journée parce qu'ils sont habitués, la pupille se ferme et s'ouvre en fonction, et c'est lui qui la commande. En plus, quand ils veulent dormir, un serpent, il ferme sa pupille. Donc, ça peut pas, voilà, on ne peut pas jouer de la même façon, on ne joue pas dans les mêmes cours. Mais nous, on est des aveugles par rapport à eux. Maintenant, ces fossettes thermiques vont déterminer la chaleur. Ça veut dire qu'ils vont chasser ce qu'on appelle en maraude. Ça veut dire en maraude, ça veut dire qu'ils vont se mettre dans une branche, en hauteur, la tête comme ça, vers le bas. Et s'il y a une souris qui passe en dessous, il va garder, hop, et tac, il va partir. Il va sentir la chaleur de l'animal, il va en plus avec sa langue la sortir délicatement, assez rapidement, mais très délicatement sans se faire repérer, pour bien sentir que c'est bien une proie à manger. C'est tout un ensemble, c'est de faire tourner tout ça ensemble. Ça fait un peu penser, tu sais, aux visions qu'on a des fois un peu infrarouges la nuit, les trucs comme ça, où tu vois les chaleurs, tu sais, les animaux qui apparaissent en rouge, ou les trucs dans le genre, c'est un peu finalement la même chose, c'est-à-dire qu'ils détectent comme ça. Mais encore plus précis que ce qu'on fait nous. Exactement. Voilà, c'est comme des lunettes de vision nocturne. Hein. C'est l'exemple voilà, que je vais te prendre. C'est ça, oui. Mais voilà, on voit en vert, on voit en rouge, mais c'est parce que on ne sait pas comment faire finalement. Eux voient très bien ce qui se passe. Puis il y a beaucoup d'animaux qui ne voient peut-être pas la couleur, il y a peut-être d'autres animaux qui voient différemment, peut-être que le bleu il est vert, le vert il est jaune, on n'en sait rien. On n'a pas assez de recul sur ces choses-là. On n'a que notre nombril pour dire « moi à sa place je ». Ben non, tu n'es pas à sa place, c'est lui c'est lui, toi c'est toi. Voilà. Et encore une fois, du coup, ces fossettes-là, est-ce que c'est quelque chose qui va venir remplacer justement une mauvaise vue de jour? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés. Ils voient les mouvements, voilà, les mouvements. Disons que les yeux, ça va moi je pense, ça va surtout servir pour la défense. Un mouvement un peu brutal, c'est un prédateur. Un mouvement très lent d'attaque, avec quelques mouvements rapides, c'est un prédateur. Un mouvement continu, tranquille, ça n'est pas un prédateur. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, en parlant des lézards. Si vous leur mettez un phasme vivant à côté de lui, le phasme, il va faire le mouvement de, un peu comme les caméléons, de bouger comme ça. Le lézard ne le voit pas, il ne le voit pas, il ne le voit pas. D'accord. Vous prenez le phasme, vous le tuez, vous le posez là, ah oui, il va tout de suite le manger. Comment ça se fait qu'il ne voit pas l'animal qui imite une feuille? Il y a des choses qu'on ne voit pas de la même façon. Donc il faut observer ces petites choses-là pour se voir qu'on ne voit pas les mêmes choses, on ne percute pas de la même façon, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça, on le retrouve sur des tas de bestioles. Attendez, hop, on va reprendre celui-là. Là. Tiens, va ici, tu veux te promener gentiment maintenant? Ben va. Ça y est, là, ça s'appelle calmer l'animal. Finalement, tu as vu tout à l'heure dans quel état il était. Et là, il est calme, tranquille. Voilà, il va te cacher la tête. Là, voilà. Ah, il m'a accroché. Ah non, tu ne m'attaques pas. Voilà, il est très agressif. Dès qu'on fait ça, tout de suite, la gueule ouverte, prêt à mordre. Mais on va regarder les fossettes thermiques. On va regarder les fossettes, exactement. Et après, on pourra regarder sur un acquistrodon, par exemple. C'est carrément un trou. Alors là, on voit très bien les fossettes thermiques. Alors évidemment, on en a pris un jeune qui a grandi, qu'on n'a pas trop tripoté, qui a gardé son agressivité naturelle. Hein. Mais je pense que le mieux, ça va être de le prendre à la main. Il va sentir mauvais parce qu'il va dégager des mauvaises odeurs. Alors on prend le manche, on va bloquer la tête. Vous voyez, il est très agressif. Hein. Ben oui, c'est normal. Hop, hop, voilà. Là, il mord le téléphone. Là, il est en train d'envoyer des odeurs. Alors, ici, si on veut voir, on voit parfaitement. Vous sentez l'odeur sympathique? Oui. Et alors, on voit qu'il a mordu un peu mon téléphone et qu'il y a un peu de venin sur le téléphone. Mais c'est pas grave, c'est bon pour ce qu'on a. Alors, vous voyez, ici, vous avez la narine, là. Et ici, le petit trou qui est là, c'est la fossette. Le petit trou qui est ici, c'est la fossette thermique. Et là, c'est l'œil. Hein. On va regarder de l'autre côté, mais pareil. Voilà, et on voit bien la fossette thermique. Et ça, il vous voit 1/1000 de degré. Ça veut dire que la nuit, même si vous mettez des scotch sur son nez, voilà, sur ses yeux, il peut chasser. On voit bien la petite fossette, le petit trou qui est là, fossette thermique et la narine. Hein. Ça, donc c'est le millième de degré dont tu parlais. Ça, c'est 1/1000 de degré. Encore plus sensible, finalement, incroyable. Quoi. Millième, attention, lui peut-être moins, hein, c'est en moyenne, oui, hein, mais c'est très puissant, c'est très puissant. Très puissant. Pendant qu'on est là, on peut peut-être revoir aussi l'organe de Jacobson et tout ça, parce que là, il alors, l'organe de Jacobson, il est en dessous, ici, vous voyez, on le voit, voilà. Là, il cherche à mordre, hein, évidemment, c'est normal. Voilà, l'organe de Jacobson, il est entre les crochets, voilà, là. Et la langue va se mettre ici, vous voyez, entre les deux, là. Voilà, juste à la pointe du crochet. Hein. Voilà, l'organe de Jacobson est là. Et donc, la langue, là, comme on a vu, est là, avec la trachée qui est dessous. Voilà, donc ça, c'est l'acquistrodon. Et d'ailleurs, quand il était jeune, sa queue était verte pour chasser. Mais elle est encore un peu verte. Et c'est ça qui sert de leurre, en même temps, pour ramasser des lézards ou pour attirer les animaux. Hein. Voilà, c'est sa queue. Donc voilà. Alors effectivement,
si on met un crochet ici, on va voir le venin sortir. Hein. C'est pas la peine de le fatiguer. Voilà, là il a envoyé une dose de venin bien jaune. Hein. On voit bien le venin qui est là. Hein. Voilà. Donc c'est un animal, oui, qui est dangereux. De toute façon, quoi qu'il arrive, si vous faites envenimer, mordre par un serpent, quel qu'il soit, il faut consulter tout de suite. Appelez tout de suite le SAMU, prenez les pompiers, c'est les plus rapides. Direction l'hôpital, centre antipoison, mettre en contact. Et nous avons créé la BSA, enfin je fais partie de la BSA, banque de sérum antipoison. On cotise tous les ans pour mettre des sérums de côté, hein, entre autres pour cela. Voilà. Pour soigner les gens, pour ne pas mourir. Voilà, donc on va le reposer. Attention là, il faut être très rapide parce que, voilà, hop. Et par contre, vous voyez, il y a un peu de venin sur le crochet. Hop, on fait ça, c'est pas grave. Voilà, là. Voilà, on voit bien la bouche. La trachée, je ne sais pas si on arrive à voir comme ça, doucement. Voilà, voilà. Non, il ne veut plus. Alors, les fossettes, on va dire que ça réagit à 1/10 de degré, à peu près, on va pas être... les fossettes, les petites fossettes qu'on voit sur le python, c'est 1/10 de degré, on va dire à peu près, voire plus. Chez le serpent sonnette, c'est carrément un petit trou, c'est comme une oreille, on va dire, mais bon, c'est à l'intérieur. Et là, c'est 1/1000 de degré. Ça peut aller jusqu'à 1/1000 de degré. Ça veut dire qu'il va voir tout ce qui est chaud et tout ce qui est froid. Et quand le crotale, le serpent sonnette, va frapper, il va frapper où c'est le plus chaud. C'est où le plus chaud? Le cœur. Le cœur, il bat. Bon, donc il va frapper au cœur. Voilà l'efficacité de ce genre de choses. C'est toute bête. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ce sont des animaux très primitifs parce qu'on ne les voit pas bouger, parce que... Oui. Et en fait, non, on se rend compte que là, quand tu nous expliques tout ça, ils ont été ultra adaptés. Ils se sont adaptés. Plus que nous. Et qu'en réalité, enfin voilà... Alors il y a deux sortes, attention, il y a deux sortes. Tous les pythons boas sont ce qu'on appelle des serpents primitifs. Oui. Mais ils n'ont pas eu besoin d'évoluer puisqu'ils avaient de la nourriture. On évolue en fonction un peu, c'est darwinien, hein, c'est darwinien. Si on n'a plus ça à manger, on va manger ça. S'il n'y a plus de poisson, on va manger autre chose, des escargots. C'est un peu le principe. Ceux qui s'adaptent vont continuer. Maintenant, les serpents primitifs n'ont pas trop évolué, alors que les serpents modernes, qu'on appelle les serpents, les cobras, les crotales, ont développé une glande à venin pour neutraliser sa proie. Et en plus, parce que vous avez dans le venin, il y a deux choses importantes, c'est le neurotoxique, hémotoxique, hémotoxique, hémorragique, donc ça va coaguler, décoaguler le sang, donc ça fait péter le cœur en gros. Alors que si un serpent étouffe, il va appuyer en même temps sur les vaisseaux, ce qui va faire éclater le cœur. D'une autre façon, mais on revient au même résultat. Et le serpent moderne, le serpent qui envoie du venin, il a en plus le neurotoxique. C'est quoi le neurotoxique? C'est les neurones. Ça veut dire qu'un synapse, si on parle compliqué, ça veut dire que l'ordre qui est donné, qu'on appelle un synapse, qui va donner aux muscles pour se lever, eh bien le venin vient se mettre entre les deux. Donc, vous avez ce qu'on appelle une paralysie flasque, ça veut dire, vous entendez tout et tout, vous ne pouvez rien faire, vous êtes paralysé. Et si ça atteint le cœur, c'est fini. C'est fini pour vous. Il va bien se bloquer. Donc là, après, il faut le mettre sous respiration artificielle un certain temps, les toxines s'en vont et on peut récupérer. Et après, il y a le dernier, c'est le cytotoxique. Je t'ai repéré, hein. Tiens l'œil, toi, hein. Fais gaffe. Le cytotoxique, alors le cytotoxique, je ne fais plus de mouvements brusques, je vais être tout doux, excuse-moi. Le cytotoxique, c'est carrément vos urines qui sont rouges, et en réalité, c'est vos muscles qui fondent et qui vont aller. Les muscles, qui vont partir dans vos urines. Mais pourquoi il a créé ça? Parce que d'une part, le premier, le neurotoxique, c'est son fusil pour neutraliser la proie, il va la paralyser. L'hémotoxique, ça va aider à digérer, parce qu'en mettant son venin à chaque fois qu'il mange, on pourra le voir sur une bêtise par exemple, à chaque fois qu'il met son venin, il envoie une petite dose de venin, qui va permettre de dissoudre l'intérieur des tissus, et de digérer, pendant que les sucs gastriques dissoudent l'extérieur. Donc au lieu de ressembler à une poire, c'est fini, il va vite parce qu'il est en danger. Il faut qu'il aille se cacher quand il est comme ça, il ne peut plus se défendre. Hein. Ça et le cytotoxique pour aider à mieux digérer encore, hein, c'est un peu un truc pour digérer, ça va faire fondre les muscles qui vont partir directement pour être mangés. Donc finalement, ces animaux sont très modernes et ont développé des choses extraordinaires. Philippe, du coup, écoute, on te remercie encore une fois pour toutes ces explications que tu nous as données par rapport donc, aux différents sens des serpents. Et puis, on va continuer du coup notre petite visite ici à Infaune, avec encore une fois d'autres sujets qui vont venir. Je vous remercie en tout cas pour la fidélité de tous. Merci encore une fois Philippe pour l'accueil, toujours aussi chaleureux ici. Et puis, n'hésitez pas donc le petit abonnement, à laisser un commentaire comme tu dis pour partager justement sur la passion. Et puis le petit pouce bleu qui va bien, voilà. On est très... Tiens, tiens-moi le crochet. Pourquoi tu prends pas par là, il y a du venin?
C'est pour ça que je te le donne. Donc, voilà. On n'est pas toujours chaleureux, tu vois. Voilà. Non, tu risques rien, ça a été rincé, mais le venin sur la peau, je rappelle, n'est pas trop dangereuse s'il n'y a pas de plaie. C'est ça. Mais pas dans le sang. Ça, c'est pas. Et bien encore une fois, merci pour toutes ces explications. Mais c'est moi qui te remercie d'être venu, de passer l'information, c'est génial. Et puis on continue notre petite visite. Allez, ciao tout le monde, bye. Enfin là bon, attention, vous voyez, il se débat beaucoup, donc il ne faut pas le lâcher parce que c'est comme ça qu'on se fait mordre. Ça sent bon, hein. Ah putain, bah si t'as une face. Et alors là, aussi la queue, il est en train de pisser, hein, il est très en colère. Et t'as aussi la queue, la nerveuse qui bouge. Alors là, je vais le lâcher, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Non mais oui, après quand ça s'arrête, ça fait du bien. Les gros plans sur le dieu. On est déjà comme ça. On va les faire après, limite. T'as loupé quelque chose, t'es pas serein de mon nez. Heureusement que j'ai des réflexes hein, pour un petit vieux. Hein.